we have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Maintenant, une question. Serons-nous un jour tous équipés de puces électroniques installées sous la peau? De nombreuses sociétés aujourd'hui, notamment aux États-Unis, développent déjà ces implants qui visent à faciliter notre vie quotidienne. Mais pour quelle utilisation réellement et quels en sont les risques? On voit tout cela avec Yoann Rolla, Marine Zambrono et Antoine Placier. Regardez. Franchir les portes d'une entreprise d'un simple geste de la main, sans badge d'accès. Déverrouiller son ordinateur, une photocopieuse, ou même dans cette entreprise américaine payer au distributeur sans carte de crédit. Je scanne, je choisis le paiement par carte, je mets la main, comme un téléphone, et c'est payé. Derrière ce geste, une technologie semblable à celle du paiement sans contact. Et une puce électronique, comme celle-ci, logée sous la peau entre le pouce et l'index. Dans le monde entier, plusieurs entreprises proposent déjà à leurs employés ces drôles d'implants, pas plus gros que des grains de riz. Dans cette PME belge, ils permettent aux salariés volontaires d'échanger des informations en une fraction de seconde. Cette jeune femme, implantée depuis 2 ans, a accepté de nous faire une petite démonstration. Sa puce peut mémoriser une centaine de caractères. Par exemple, bonjour France 2. Un message que son téléphone, ça a écrit sur la puce, peut ensuite reconnaître. Bonjour France 2. Ah, ça a marché. La satisfaction n'est pas toujours au rendez-vous, car même à quelques millimètres, mais pour l'instant, il ne lit rien du tout. La technologie n'est pas infaillible. La puce n'est pas toujours détectée. Les gens ont cette image des films de science-fiction où, en général, les implants servent à contrôler les gens, que ce soit contrôler leurs pensées, leurs actions, réussir à les localiser, etc. On n'est pas du tout là-dedans, on est très loin et heureusement. Les gens ont cette image des films de science-fiction où, en général, les implants servent à contrôler les gens, que ce soit contrôler leurs pensées, leurs actions, réussir à les localiser, etc. On n'est pas du tout là-dedans, on est très loin et heureusement. Hundreds of people in the valley say they are hearing voices in their heads. And those voices are being transmitted by microwave or other methods. Well, several viewers asked us to investigate what they call electronic harassment. KMIR 6's Angela Monroe joins us now with what she's discovered. Angela. Electronic harassment, synthetic telepathy, voice-to-skull technology. Chances are you haven't heard of these terms,
But after searching the internet, I found dozens of websites dedicated to the phenomenon and several Valley residents who say they're victims. How much more can you invade me than to go into my brain? It sounds like somebody else is reading the book, only it's thoughts. We're not having a group hallucination. This is actually something that's happening. These men all live in the area, didn't know each other before the voices started, and say someone is playing mind games with them. Mostly it's a lot of derogatory comments about whatever you're thinking about. Kevin Bond says he used to have a normal life. I was living in the San Diego area, was clerking for a federal judge, and I noticed that I was being followed by a whole bunch of people. According to the websites, what Bond is describing is called gang stalking. He moved to Palm Springs to escape. I started hearing, as you'll hear, hearing voices and what they'll call voice to skull or microwave hearing. Bob Stansfield says his experience was similar and started a decade ago. They were active in following me around here, and I started hearing the voices a little bit after the vehicular stalking. Randall Ringer says the voices started when he was undergoing chemotherapy. The first thing that was said was Randall Ringer. And I sat up straight and I went to into the bathroom, and I looked in the mirror, looked myself in the eyes, and I said, did that really happen? Bond says he's found more than 300 victims locally and is tracking others across the state through billboards. In Johnson Valley, a Freedom House just opened to help people who believe they are being targeted. To many of you who find yourselves the object of covert harassment, that there is hope and that you are not alone, and that we are striving to find legislation and we're working towards freedom for all. Derek Robinson leads a national group called Freedom from Covert Harassment and Surveillance. He says he knows who's playing mind games. Rogue government officials that are sponsoring this, also corrupt business officials, and private citizens. And he also told us how. Most of it is delivered by microwave, and I believe it's satellite delivered. Bond says neurotransmitter chips that run off body electricity have been inserted into some people. And they assign cell phone numbers to them. The cell phone numbers are then run through a computer, and a computer translates your thoughts. This crime has been available to the military for 60 years. Les gens ont cette image des films de science-fiction où, en général, les implants servent à contrôler les gens, que ce soit contrôler leurs pensées, leurs actions, réussir à les localiser, etc. On n'est pas du tout là-dedans, on est très loin et heureusement. Difficile d'imaginer de telles puces remplacer du jour au lendemain nos documents d'identité, nos cartes de transport. Et pour ce spécialiste, ces implants présentent aussi d'importantes failles de sécurité. Le risque, il y en a, on peut dire il y en a deux, c'est que la personne puisse être éventuellement tracée, puisqu'il y a un identifiant. Et le deuxième risque, c'est qu'est-ce que l'on va faire de cet identifiant. Donc si par exemple c'est pour ouvrir une porte, un attaquant pourrait copier cet identifiant en scannant la puce de la personne et ensuite rejouer cet identifiant devant la porte. Pour l'heure, ces implants intéressent surtout les fans d'informatique et de nouvelles technologies. Quelques milliers d'utilisateurs à peine à travers le monde. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'avenir de la radio-identification, souvent identifiée sous le sigle de RFID. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une méthode pour mémoriser et transmettre des données qui sont stockées sur des radioétiquettes composées d'une puce électronique et d'une antenne, qui permet de recevoir et répondre aux requêtes radio émises depuis un émetteur-récepteur. Alors ces radioétiquettes, elles sont introduites dans des produits ou collées sur des objets, mais elles peuvent aussi être implantées dans des organismes vivants. On a le sentiment que c'est quelque chose de très nouveau, alors qu'en fait, ça existe depuis très longtemps. Oui, et comme notre émission parle de l'avenir, on va essayer de se concentrer sur ce que ça signifie pour notre avenir, tout ça. Mais en effet, comme toujours, les progrès techniques sont des choses qui apparaissent lentement. En général, il faut 40 ou 50 ans depuis la première idée jusqu'à la généralisation. Et en général, il faut trouver un cas particulier de départ qui est presque toujours une opération militaire. Dans ce cas-là, on ne manque pas à cette généralité. La RFID que vous avez parfaitement décrite comme étant une façon de reconnaître à distance un
un objet ou de l'identifier sans avoir lui demandé de sortir sa carte d'identité. Pour un objet, c'est rare qu'il ait une carte d'identité sur lui. Ça a commencé, en effet, pendant la guerre de 40, aux États-Unis, pour les combats aériens au-dessus du Pacifique, où il y a eu beaucoup d'accidents où les avions américains se sont entre-détruits, et où on a mis dans tous les avions de la flotte américaine des mécanismes qui permettaient de reconnaître les avions amis. Amis-ennemis. Et donc ça permettait au radar d'un avion de chasse de ne pas tirer sur un avion ami. Imaginez sur la traçabilité des individus. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout ce qui permettra, soit de façon positive, soit de façon inquiétante, de surveiller les gens. On pourra vouloir... on a parlé de mettre des puces RFID sur des nourrissons dans des maternités. D'abord, on pourra mettre sous forme de bracelet, en effet, des puces RFID pour identifier les nourrissons et savoir où ils sont en permanence, pour éviter les échanges, mais ça on sait le faire autrement. Pour éviter des kidnappings. On pourra le faire pour, et beaucoup de parents pourront le vouloir, suivre leurs enfants, même s'il y a aussi d'autres techniques avec les GPS sur le téléphone qui vont permettre de le faire. À l'école. À l'école, suivre en permanence. Le GPS sera de ce point de vue quelque chose qui sera parallèle à l'RFID, même si l'un et l'autre vont se mêler de façon assez particulière. Et ensuite, on pourra aussi suivre des gens qui seront en situation de demander à être suivis. Par exemple, tous les gens qui pourront avoir des troubles de mémoire ou évidemment les ou dans une incapacité physique ou mentale. Des activités physiques mentales et qui demanderont à être suivis, à être en permanence récupérés. Là aussi, le GPS et le téléphone pourront être des instruments différents. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait stocker sur soi toutes les informations relatives à votre état physique pour ne pas avoir à accumuler des radios, des diagnostics et tout posséder en permanence sur soi? Ça, on peut le faire déjà. Mais à travers une puce implantée sur soi. On pourra le faire soit sous forme d'une carte d'identité électronique qu'on pourra tendre, et même sans avoir à l'attendre, c'est tout l'intérêt de la RFID. Vous passez, et sans même bouger, sans avoir à fournir un document, vous le donnez. On n'a pas besoin d'implanter une carte d'identité pour que cette carte d'identité qui est dans votre portefeuille soit visible. On pourrait parfaitement imaginer que ça soit simplement dans votre portefeuille et quand vous passez... Oui, ça c'est ce qu'on a aujourd'hui sur les réseaux de transport en commun. Mais si on imagine qu'on réduit les étapes et qu'on n'ait plus de documents avec soi, est-ce que on va pas vers des questions d'éthique, d'intégrité physique, en voulant développer des process, des méthodes comme RFID? À terme, on peut, dès aujourd'hui ça existe, puisqu'il y a ce célèbre exemple d'une boîte de nuit à Barcelone qui l'utilise déjà pour identifier ses clients en leur proposant l'implantation par une petite chirurgie très élémentaire d'une puce qui leur permet d'entrer, de sortir et même de payer les consommations. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui et sur ses entrées dans les différents clubs de sport, écoles, bâtiments sécurisés, qui permettrait à la fois de payer tout, de tout savoir, mais donc d'être libéré d'un certain nombre de contraintes. Vous dites sans le savoir, pourquoi sans le savoir? Par exemple, on a déjà eu un exemple il y a quelques années de chaînes de grands magasins qui ont donné des cartes de fidélité à leurs clients sans leur dire que ces cartes de fidélité, des cartes contenant des moyens de reconnaissance à distance, de RFID, qui ont permis à ces magasins, pendant le temps où cette expérience a duré, parce qu'elle a été interrompue devant les protestations générales, de tout savoir sur le comportement d'achat des gens, sans que les gens le sachent eux-mêmes, puisqu'ils avaient une carte de fidélité dont ils ne savaient pas qu'elle servait à ça aussi. Pour aller plus loin sur la traçabilité, est-ce qu'on pourrait imaginer une traçabilité universelle qui irait avec une normalisation, une globalisation du stockage des données? Est-ce que on pourrait, à ce moment-là, imaginer un organisme qui contrôle, qui régule ce stockage des données et leur légitimité à travers tous les pays du monde? Parce qu'on imagine que les gens vont se déplacer et que si on se fait poser une étiquette intelligente sur soi ou qu'on a des documents qui stockent des données, passant d'un pays à l'autre, on voudra avoir une traçabilité universelle. C'est en effet une grande question, parce que toutes ces technologies dont on parle sont aujourd'hui pas tout à fait compatibles, même pas du tout compatibles, et il y a un vrai problème et une vraie difficulté qui se pose là. Peut-être est-ce même souhaitable, puisque ça permet d'éviter que ces fichiers soient compatibles, puisque on le sait bien que la protection de la vie privée exige l'incompatibilité des fichiers, au moins leur incommunicabilité. L'incompatibilité est la meilleure façon de protéger contre la communicabilité. Mais il y a une évolution qui va plutôt dans le sens de la possibilité de créer les conditions de cette communicabilité. C'est ce qui s'est passé sur Internet,
où il y avait au départ quelques risques de processus différents, et il y a un processus qui s'est identifié avec toutes les technologies ou les sociétés qui se sont mises en place pour permettre une homogénéisation d'Internet. Je dis ça pas par hasard, parce que en fait, la RFID est une étape d'une évolution beaucoup plus vaste qu'on appelle Internet des objets, où les objets vont avoir aussi une adresse Internet qui est beaucoup plus vaste que la dimension de la RFID, qui vont permettre, ayant une adresse Internet, de communiquer avec d'autres, d'objets. C'est-à-dire une adresse email ou une adresse Internet qui leur crée un mini-site? Une adresse Internet, et ayant une adresse Internet et une capacité de recevoir ainsi des messages, elles vont pouvoir recevoir des ordres. Par exemple, on pourra envoyer un message Internet à son frigidaire pour lui poser des questions, on pourra envoyer un message Internet à son automobile à distance pour savoir ce qu'il en se passe, on pourra à distance savoir si les portes de sa maison sont ouvertes, si les volets sont fermés, si telle chose se passe. Donc toute la domotique va être révolutionnée par la RFID et son évolution vers l'Internet des objets. Et s'il y a Internet des objets, c'est-à-dire que si ça a déjà commencé, si Internet des objets se généralise, alors évidemment ça sera très homogénéisé. A huge area of the state is now in flames. These 4 fires alone have burned territory now bigger than the city of Atlanta, and the strong worry is that is about to get worse. Overnight, the Thomas fire in Ventura County closed in on the town of Ojai. You know, this year to see snow on that mountain, and now the thing's on fire. Powerful Santa Ana winds gusting up to 80 miles an hour are making these fires extremely dangerous and very unpredictable. Unprecedented is right, Gail. 4 large fires are burning north and west of Los Angeles. The threat level index is red in Ventura and Los Angeles counties. It was raised to purple in some places. That is a level that has never been used before. Winds subsided Wednesday but have picked up again, fanning flames across Southern California. Devastated, and every friend we talk to is in the same boat. Where the flames are now out, often nothing is left. Kat Merrick and Chris Corsones returned to their home in the Ventura hillside. It is now in ashes. The photos and the mementos and the family heirlooms, they're gone and they're not coming back. As the Thomas fire inched towards Santa Barbara County, this man pulled over on the side of Highway 1 and rushed to rescue an animal. The 405 was closed for hours near the famous Getty Museum Wednesday as the Skirball fire crossed the freeway. I go over here, whole mountain is on fire. In Bel Air, the same fire ripped through multi-million-dollar homes while firefighters on the ground worked away. Here in Los Angeles County, more than 1,500 people are battling the Creek Fire. 250,000 people have been evacuated and more than 12,000 acres burned. I'm numb, I don't know. Judy Hoffman Sanders lives in Shadow Hills, where the fire has already destroyed her house. The house was just wonderful. I don't know what's going to happen. I have to sit down. Jeff, where we are right now, winds are actually carrying the fire toward Ojai. You've got flames that are burning on the northwestern side of town, the northern and parts of the eastern side. The area of La Conchita is under a mandatory evacuation. The winds are starting to pick up. The smoke is pretty unreal in this area. In fact, just recently we saw a wall of flames that had to have been 300 feet or higher. You know, the LA Fire Index, LA Fire Burn Index is the highest it's ever been projected. An extreme reading is 162. You know what it is today? 290. As the fire spread from home to home, firefighters worked endlessly to stop it in its tracks. Fierce winds above 35 miles per hour carried embers through the air, putting more than 1,000 structures in danger. At first, this crew had no access to a hydrant, leaving them with only 500 gallons of water to try and contain the flames. When firefighters came across this home, it was already burning. You can see they're putting a lot of water on it right now, but it's hardly doing anything. At this point, they're just trying to keep the flames from spreading. The Lilac Fire in San Diego County exploded to more than 4,100 acres in just a few hours Thursday. These are fully involved. There's nothing we can do about them. We're going to let those burn down to the ground. We have crews surrounded this whole area. We're going to make a stand, and we're going to protect all the ones that we can.
Several homes in this community were incinerated, while others just down the street were untouched. The Lilac Fire is just the latest in a string of fires tearing through Southern California since Monday. Officials are concerned shifting winds expected today could cause the largest of those, the Thomas Fire in Ventura County, to scorch other communities. At least 439 structures have That area has what's called sundowners, and also you're familiar with the Santa Anas in Southern California. But the wind-driven wildfire creates a wicked situation for us. It's a challenge with aviation, and it's a challenge to get containment around it. We contain the fires by cutting the vegetation off and removing the fuel from it, and basically snuffing it out by getting around it. Wicked indeed, as you say. Down in Bel Air, the Skirball. That's threatening homes that, as you know, they are tens of millions of dollars worth. Absolutely. The Skirball's in L.A. County. Yeah, go ahead and tell us the status of that, sir. So that's about 19% contained, so they're having some success with that. They have an incident management team there, and there's still a lot of homes threatened. That's in quite a unique area, as you said, kind of in an area adjacent to in the LA basin near Santa Monica, and with an area of wildland within the LA basin, and not on the adjacent outside areas like many of these others. And so that poses a risk to a lot of homes in that area. Yeah, I'm looking at the forecast. I'm told there's no rain in that forecast for at least a week. I don't know if that's right or not, but whether it's true or not, I don't know if it's the rain that's the issue. Granted, you will take a lot of moisture, but it's whether I'm Rosa Corey, and I'm from the United States, California. And my topic, what I speak about, is one of the most vitally important issues of our age, and that is United Nations Agenda 21, Sustainable Development. It is the inventory and control plan. Inventory and control of all land, all water, all minerals, all plants, all animals, all construction, all means of production, all food, all energy, all information, and all human beings in the world. And this is a plan that was agreed to by 179 nations back in 1992. It's a United Nations plan. It's called the Agenda for the 21st Century. And so many of us around the world think that, well, sustainable development, it just sounds so great. Isn't it about recycling and creative reuse and creating energy and food resources for everyone? And the answer is no, it really is not. It's about moving populations into city centers, concentrated city centers, and clearing them out of the rural areas. So I found out about it in a very unusual way, actually, because I spent my career as a legal witness, as an expert witness for the California Department of Transportation. I'm an expert in land use and land valuation. And so, of course, I was valuing property for the government so that the government could acquire that property for road projects. And what I found about 10 years ago, or 10 or 13 years ago, was that land actually, it was very difficult to say what it was worth because you couldn't know what people could do with it, because they were being restricted from using their property.
And as I explored that and found that it wasn't just in the San Francisco Bay Area where I was working, it was in fact all across the nation and the world, I looked behind that and I found United Nations Agenda 21, Sustainable Development. The goal is to move everyone out of the rural areas and into the large cities, and to destroy representative government, and to move it into to a more to government by unelected boards and commissions. Now, here in the EU, of course, you've already moved to that position, where it's an erasure of jurisdictional boundaries, an erasure of national boundaries. And that is the goal, because as Zbigniew Brzezinski said in 1995, you can't just impose globalization pell-mell as a total movement. You have to do it incrementally, and the way to do that is through regionalization. Every nation that signed on to Agenda 21 has its local Agenda 21 plan. People in the United States are completely unaware of this. If I go out and talk about this, the United States press attacks me and calls me a conspiracy theorist, which is totally ridiculous. It is a conspiracy, but it's not a theory. It's a fact. Here in Europe, it's openly spoken about, local Agenda 21. The principles are public-private partnerships, which is fascism. And this is how it's implemented on the ground, is through this joining together between corporations, non-governmental organizations, and governments in order to cut out the actual individual, your voter, and instead to take that to a level where we literally cannot penetrate. And this is the goal. So this is already far progressed in Europe. Right now in the United States, we are moving into massive regionalization. The United States has 50 states, and it's divided into cities, counties, and states, and then the federal government. Instead, Agenda 21 is top-down. It's global, regional, neighborhood, and none of those positions is elected. Now, what this truly means is if you tell people that they have to build only smart growth, high-density development in an urban center, and then no development, no buildings, no residential, no commercial can happen outside of that very, very concentrated area, then what do you have? You have a concentration camp of the future. This is exactly what it looks like. And you see, it's very much more subtle and much more sophisticated than it was when the Nazis were doing it. You are not going to get thrown on a train car. You'll have your family well monitored. You will have your energy restricted. You will have your school service cut, your sheriff's service cut. You will find that you are not able to get your goods to market, and then you have to move into the city, and then you will move into this high-density development that is subsidized with our property tax dollars, and pretty soon you will have the Wildlands Project, which is predicated on moving people out of the rural areas. And this is how it happens. So, people say, well, hey, nobody's getting me off my land. Well, it's very easy. No one's going to come to your door with a gun, but they will move you off your land, and you will be in the cities. And those cities will be full capability of surveillance, monitoring, and control. These buildings, these high-density buildings, are being built with a concept of eyes on the street. You become basically a deputized police adjunct. Your job is to watch the street. Your job is to watch your neighbor. The war on terror is a war on you. And we all know this. We feel it. This is why we need to stop it. So this is our plan, is to use the courts at this point and stop this plan. And we're working on it.
smart meter is part of a much bigger picture and a much bigger design. A two-way transmission device that ties into the larger smart grid plans that are being built out across the world. Ce réseau entièrement pilotable, c'est le réseau intelligent, aussi appelé Smart Grid, la combinaison d'équipements informatiques et électroniques pour piloter le réseau électrique. L'élément essentiel à ce système, c'est votre compteur électrique qui devient communicant. Grâce au Smart Grid, on pourra détecter une surtension liée à une trop forte production et y apporter immédiatement la meilleure solution. Soit en activant le fonctionnement d'appareils électriques, votre chauffe-eau par exemple, soit en passant un ordre de stockage à la batterie de votre véhicule électrique. En cas de sous-tension, ce même compteur donnera un signal de réduction temporaire des consommations du client. Cette nouvelle technologie dessine le profil des réseaux de demain. En France, ce sont 35 millions de compteurs communicants qui permettront de gérer cet équilibre entre les productions et les consommations. Un réseau piloté au service de tous, capable d'intégrer et d'accompagner nos usages actuels et futurs de l'électricité. The definition of a smart grid is a wireless system that will fundamentally turn every single appliance in your home into the equivalent of a transmitting cell phone. That's every computer, every television, every furnace, every air conditioner, every coffee machine, every printer, every single appliance that you have in your house will eventually, in a smart grid, have an antenna that's embedded into it that will transmit your usage data to a smart meter on the outside of your home that will then transmit your usage data to another tower receiving that usage signal that will then go to the utility company for supposedly billing purposes. Not all signals will just be about your individual use. There will be aggregate meters that will bounce signal from house to house to house within a neighborhood that will then accumulate all of the usage data that will transmit that to the utility company. Now, what that will do is that the end metering system that is transmitting all of that data will be firing an RF signal at many, many times a second, which will increase the average homeowner's radio frequency radiation exposure exponentially. Et c'est aussi l'accès à de nouveaux usages. Donc ce compteur dit intelligent, c'est vraiment aussi un projet de société derrière une filière technologique créatrice d'emplois, puisqu'on estime à 10 000 emplois le nombre d'emplois potentiels sur la fabrication, mais il y a aussi l'installation, il y a l'entretien, il y a les nouveaux usages qui vont être portés par ce compteur intelligent. Et donc ce que je souhaite, par la loi de transition énergétique, mais aussi par la mise en mouvement des filières industrielles et de nos savoir-faire, accélérer l'objectif. Notre objectif, là, c'est 3 millions de foyers donc équipés en 3 ans. On va essayer d'aller plus vite, puisque normalement 80% des foyers doivent être équipés en 2020. Normal cell walls, fairly separated and looking healthy. So after 2 minutes of exposure in front of the smart meter at about 1 foot away, we see a totally different story. Sample 1, you can see a lot of degradation in the cells. The cell walls have been broken, and you see changes in the cells which are called mycoplasma. It shows a mutation to the cell. In the second sample, we see a different type of degradation to the cell membranes. You can see a corrugation here. This is called bottle cap formation, and it's known that this occurs due to oxidation or exposure to free radicals. So this third subject, when we did her sample, she had to be pulled away from the meter after 45 seconds because she complained about an increasingly severe headache. And here you see a phenomenon called rouleau, where the red blood cells are stacking up, which makes it very difficult for the blood to deliver oxygen to the tissues as they would be their normal function.
I'm Melissa Melton reporting for Infowars.com. As Agenda 21, the United Nations plan to take control of the world from the local level up, grows across America under the guise of the Green Movement, our national sovereignty, our personal freedom, and our very way of life is under attack. What is Agenda 21 for new listeners? Why is it important? And what are the new big developments? I mean, is it safe to say the battle is joined right now, Rosa? For people who don't know what Agenda 21 is, it's not what is Agenda 21, it's almost what isn't. It is the blueprint, it is the action plan to inventory and control all land, all water, all plants, all minerals, all construction, all animals, all means of production, all energy, all information, and all human beings in the world. It is a completely comprehensive plan, it's global, and it's implemented locally. Agenda 21 highlights include the destruction of the family unit in the name of sustainable development, with people being forced to live in tight, compact cities and high-rise stack-em-and-pack-em apartments no bigger than this 16 by 16 foot space. This map, entitled Simulated Reserve and Corridor System to Protect Biodiversity, illustrates how the UN's Agenda 21 plan would work in the United States. Under this takeover, all personal property rights would cease to exist. The red zones, which make up the map's majority, will be mandated for little to no human use. The yellow zones are buffer zones for highly regulated use. Only in the scant green areas is any normal human use allowed. The tiny black dots are the dense megacities, where transportation will be tightly controlled, freedom will be restricted, and people will be packed in like sardines, living in tiny 275 square foot units amounting to little more than jail cells, all in the name of saving the earth. Welcome. Good evening, sir. Good evening. Password, sir? Fidelity. Thank you, sir.
Ces gens ont des objectifs précis de nature satanique. Ils veulent gouverner le monde. Sont-ils prêts à tuer pour cela? Oui. L'ont-ils déjà fait? Oui. Ils ne veulent pas simplement contrôler le corps des gens, mais posséder leur âme. Et leur plus grand désir est que l'incarnation de Satan, l'Antéchrist, devienne le maître absolu. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, annonce la venue sur terre de l'Antéchrist. Nous ne savons ni quand ni sous quelle forme, mais selon certains chrétiens évangélistes, les serviteurs de Satan sont déjà parmi nous, semant la ruine à travers le rock, l'enseignement, mais aussi l'art et le gouvernement. Nous voulons prévenir le monde entier qu'il existe un groupe de gens corrompus, débauchés, dépravés, dont le but est de placer le royaume où nous vivions en paix sous l'hégémonie de leur maître infernal, Lucifer. Ils croient en Lucifer. Ils aspirent à une société satanique. Ça ne fait pas de doute. Dans la Bible, il est dit que les derniers jours, 10 souverains dirigeront le monde et qu'ils seront soumis à un seul esprit. Ces 10 hommes œuvreront avec acharnement au service de l'Antéchrist. Curieusement, cette théorie du complot sataniste est particulièrement méprisée par une communauté, celle de l'Église sataniste. Le monde n'est pas dirigé par des hommes qui préparent la venue de l'Antéchrist. Les puissants de ce monde sont de facto satanistes car ils sont capables de déchiffrer comment le pouvoir et l'être humain fonctionnent. Ils n'agissent pas pour la venue d'un antéchrist imaginaire, mais dans leur propre intérêt, et c'est le cas depuis la nuit des temps. Les satanistes affirment qu'ils ne vénèrent pas l'antéchrist ni aucun esprit malin, mais uniquement l'homme dans ce qu'il a de charnel et d'obscur dans ses désirs inavoués. Ils refusent d'être considérés comme l'instrument du mal. Ce que les satanistes jugent plus dangereux est la soif de pouvoir des chrétiens fondamentalistes qui, selon eux, ont créé de toutes pièces la théorie du complot sataniste afin de légitimer leur propre volonté de suprématie. Christ is the answer. The devil. And don't tell me they ain't one. You can look around and see him everywhere. La chrétienté était liée autrefois au pouvoir. Elle était en droit de tuer les hérétiques. Nombreux sont les chrétiens qui souhaitent retrouver ce pouvoir afin d'écraser tous ceux qui leur sont hostiles. Ils agissent évidemment de concert pour atteindre certains idéaux qu'ils souhaitent véhiculer par la culture au sein du peuple américain. Ils veulent s'emparer du gouvernement, de l'éducation. Ils ont pour but d'inculquer aux gens la conviction qu'ils doivent être soumis à un pouvoir religieux unique, en particulier à ceux qui rejettent cette idée même. La chrétienté n'est-elle pourtant pas symbole d'amour et de pardon ? Je ne crois pas qu'il y ait une conspiration de chrétiens dont le but serait de dominer le monde et de contraindre tous les hommes à se convertir. Il y a simplement des fidèles qui espèrent qu'au travers de la politique, ils pourront enseigner leurs préceptes plus facilement. Il s'agit plus d'un cri désespéré que d'un désir de suprématie. Cependant, la méfiance et le soupçon mutuel sont tels que les théories du complot affluent des deux bords. Les chrétiens évangélistes accusent les satanistes de vouloir dominer le monde. De leur côté, les satanistes affirment que les évangélistes veulent imposer leur dogme. Le combat qu'ils se livrent ressemble fort à de l'exorcisme, chacun cherchant à éliminer l'autre. En réalité, les deux groupes ont besoin l'un de l'autre pour survivre. By thine availing mercy, he may be freed and liberated from all sin. D'après les satanistes, les évangélistes dans leur quête de pouvoir ont usé de méthodes occultes pour effrayer les gens. La psychose concernant un soi-disant complot sataniste national est née suite à une émission réalisée par le journaliste Geraldo Rivera.
Il disait avoir la preuve que des enfants étaient violés, kidnappés, subissaient des rituels violents, que des bébés étaient mangés et bien d'autres délires encore. En 1984, la théorie du complot sataniste vit le jour lorsque commença à courir le bruit que des enfants d'une maternelle de Californie du Sud subissaient les sévices de groupes satanistes. Certains affirmaient qu'un réseau de couloirs souterrains servait à des rituels sataniques. L'Amérique entière était sous le choc. Même si le procès innocenta les instituteurs, le souvenir resta ancré dans l'esprit de beaucoup. Aucune preuve n'a été apportée. Pourtant, ceux qui croient à la théorie du complot restent persuadés que les instituteurs appartenaient au culte sataniste et qu'ils maltraitaient les enfants lors de rituels. Cela a donné de l'ampleur à la théorie du complot national. Suite à cela est né ce petit réseau d'experts en satanisme. Alors que demi-vérités, racontards et rumeurs se propageaient, la psychose gagnait du terrain et les histoires devenaient de plus en plus mystérieuses. Ils utilisaient des fusils hypodermiques. Ils mettaient aux enfants des colliers à électrochoc. S'ils désobéissaient, ils prenaient une décharge. Enfant, j'ai fait une randonnée nocturne. Je suis tombée en pleurs. Et là, ma mère m'a frappée avec ses rangers en me criant « Debout !» Pas question que tu t'arrêtes. Ils droguaient et hypnotisaient les enfants. Ils les attachaient aux tables. Ils les enterraient vivants et les menaçaient s'ils parlaient encore de le faire définitivement. Svali déclare qu'elle a été élevée au sein d'une communauté sataniste et qu'elle était programmée pour infliger les mêmes sévices à de plus jeunes enfants. Après le conditionnement et l'hypnotisation de l'enfant, qui crée bien sûr un traumatisme, nous invoquions le diable pour qu'il s'empare de son âme. C'est du satanisme. C'est en voyant les enfants hurler que j'ai compris, après 38 ans, que je ne pouvais plus infliger ces souffrances. Il fallait que j'arrête. Il semble impossible que de telles atrocités aient eu lieu sans que personne n'en soit informé. Svali explique l'absence de toute preuve d'enquête par la présence de membres de la police, des instituteurs et des dirigeants au sein de la communauté sataniste. Cependant, selon les personnes qui ont étudié la façon dont s'est répandue la psychose, c'est un moyen pour les prétendues victimes de soutenir leurs déclarations sans avoir à fournir de preuves solides. De telles théories sont en quelque sorte des cercles vicieux. Dès qu'on en lance une, pour pouvoir justifier l'absence de preuves, il faut la nourrir. Quelqu'un détruit les indices pour servir les intérêts de personnes puissantes et mystérieuses, qui sont impossibles à identifier, car elles sont protégées par leurs supérieurs. Cela explique donc pourquoi il n'y a aucune preuve. Cependant, ceux qui se disent victimes affirment que le plus difficile est de convaincre les gens. Le déni de la société est d'une grande aide pour ces analystes, car l'Américain moyen refuse de voir la vérité en face. Personne n'aime entendre parler d'atrocités, de tortures ou de ce genre d'horreur. N'importe qui préfère détourner les yeux. C'est partir plus ou moins du principe que ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Ces gens ont souffert. Ils ne sont pas fous. Je ne crois pas qu'ils mentent ni qu'ils fassent ça pour de l'argent. Quelque chose leur est arrivé, mais quoi? N'importe quel événement est aujourd'hui susceptible de provoquer une psychose mondiale. Nous communiquons d'un bout à l'autre de la Terre. Nous avons la télévision, Internet, les téléphones portables. Dès que quelque chose se produit sur cette planète, aussi insignifiant et aussi lointain que ce soit, aussitôt l'information se propage à travers le monde. Ainsi, les récits de psychose, de théories du complot et les rumeurs qui autrefois auraient pris des années pour se répandre circulent désormais instantanément. Alors que les États-Unis étaient aux prises avec la terreur sataniste, la psychose traversa l'Atlantique. Ritualized abuse of children by devil worshippers. Ritualistic abuse. Allegations of satanic ritual abuse. Children on a Rochdale housing estate. 17 children have now been removed. Taken from their parents. Ritual abuse on Orkney. A network of satanic followers. Tunnels beneath this cemetery. Satanism. Satanic abuse. Dans les années 80 et jusqu'au milieu des années 90, s'est répandue la terreur sataniste. Les chrétiens fondamentalistes avançaient l'idée que les satanistes s'étaient emparés de la culture, kidnappaient des femmes et élevaient des enfants destinés à des sacrifices.
Tous les ingrédients dont se sont servis ceux qui ont lancé la psychose au Royaume-Uni leur parvenaient grâce aux contacts qu'ils entretenaient aux États-Unis avec certains fondamentalistes de droite. Les histoires qui circulaient étaient tout d'abord à caractère sexuel. Certains parlaient de sévices, de viols ou simplement d'attouchements sexuels. Ensuite, l'imagerie religieuse est entrée en jeu. On racontait que les satanistes se servaient de crucifix pour maltraiter les victimes, que des enfants étaient sacrifiés. Le gouvernement ne découvrit aucune preuve s'agissant de maltraitance sur les enfants. Mais les événements faisant grand bruit, les théories de complot sataniste provoquèrent des traumatismes chez les gens impliqués dans la polémique. Cela a entraîné des préjudices sans pareil au sein des familles. Les enfants étaient retirés des foyers et bien souvent les nourrices et les parents étaient mis en prison. Beaucoup de ces procès sont aujourd'hui des affaires classées, mais ont provoqué des préjudices irréparables. La théorie du complot sataniste entachait aussi les franges les plus extrêmes de l'art et de la culture. Il est évident que les chrétiens fondamentalistes qui croyaient à leur propre paranoïa ont été les catalyseurs de la mort momentanée dont j'ai souffert en tant qu'icône du monde de la culture. On m'a accusé d'être une sorte d'ennemi anticonformiste. J'étais un bouc émissaire. L'œuvre de l'artiste Genesis P. Orridge, qui s'est autoproclamé ingénieur de la culture, fut examinée de près suite à un documentaire où certains y décelaient la preuve de rites sataniques. Dans une vidéo, le musicien ainsi que d'autres membres appartenant à son mouvement artistique célébraient selon certains une messe noire. Dans la presse à scandale, Genesis devint l'ennemi public numéro 1. Est-ce que j'effraie les gens? Oui, parfois. J'effraie les gens en les confrontant à leur propre hypocrisie, en mettant au grand jour les pressions exercées, en dénonçant le fait que certaines personnes, pour servir leurs intérêts, tentent de convertir les autres à leur cause, même s'il faut utiliser la force, car c'est ainsi que le monde a toujours fonctionné. Genesis, c'est un personnage extrême. Certaines de ses performances artistiques étaient d'une violence rare. Elle mettait en scène des actes de sadomasochisme, des actes sexuels, des gens en train d'uriner. Ça déplaisait, évidemment. C'était pour un public bien particulier, mais ça ne l'a pas empêché de devenir une cible facile. Son studio fut réquisitionné et ses vidéos retirées du marché. Écœuré par cette intervention, il s'exila avec sa famille aux États-Unis. I'm a fugitive in a sense, and I'm a fugitive for my exploration of sex and senses. Genesis pense que les chrétiens fondamentalistes étaient au cœur de la terreur sataniste et ont mené campagne contre lui. Les chrétiens ont inventé la torture sataniste, puis l'ont entretenue, soignée, nourrie, afin de conserver leur image de personnes vertueuses. Mais le lien entre démons et culture pop est encore au goût du jour. Depuis longtemps considérée comme l'œuvre du diable, la musique rock fait frissonner d'effroi tout bon chrétien fondamentaliste qui se respecte. Ces derniers ont entrepris un combat contre sa prétendue influence satanique. The Parents Music Resource Center a été fondé aux États-Unis pour attirer l'attention sur ce qu'ils disent être les représentations et les paroles de Lucifer. Il tenait des conseils qui ressemblaient fortement à des conseils de guerre, où il planifiait une stratégie pour sauver les États-Unis de ce qu'il pensait être un complot. En croyant profondément lutter contre une conspiration, ils en ont eux-mêmes fomenté une de nature quasi militaire. Les personnes qui se cachaient derrière le PMRC étaient souvent des épouses de politiciens républicains et démocrates tels que Tippa Gore, épouse de Al Gore. Mais les chrétiens fondamentalistes participèrent eux aussi à cette croisade. Je veux que la musique qui pousse au suicide soit interdite.
Je veux que les chansons qui incitent au meurtre de ses propres parents soient censurées. Dans l'État de New York, le pasteur Brothers est allé encore plus loin. Il a fondé le Village de la Liberté, institut qui a pour but de libérer les jeunes de l'emprise des morceaux de guitare et des paroles licencieuses. On disait que je déprogrammais ces adolescents. Au départ, je n'aimais pas beaucoup le terme. Mais j'ai changé d'avis car il fallait en effet que ces jeunes soient littéralement déprogrammés. La machine est lancée. Le pasteur a rédigé des rapports sur les morceaux populaires qu'il juge inconvenants. À travers son émission de radio quotidienne, il met en garde contre les dangers de ce qu'il appelle la musique criminogène. À 12 ans, j'écoutais de la musique plutôt sage comme les Bee Gees ou Barry Manilow. Mais ensuite, je suis passé à des morceaux qui incitaient à se droguer ou à boire. Ça éveillait une certaine violence en moi. Ça m'obligeait à faire certaines choses que je ne voulais pas faire. Chaque fois que je tombais dans la débauche, le rock y était pour quelque chose. Certains doutent que le rock engendre systématiquement des armées de satanistes et d'esclaves sexuels. La musique est un divertissement, elle existe sous différentes formes. On peut aimer ou détester, mais cela ne justifie pas cette tendance à légiférer qui rend la musique inaccessible à ceux qui voudraient en profiter. Elle n'a rien de diabolique et elle n'est jamais nocive. Mais lorsque commença à émerger l'idée que le rock comportait des messages subliminaux, les chrétiens fondamentalistes eurent la preuve que l'Antéchrist s'en servait pour communiquer avec les hommes. La thèse des messages subliminaux a été exploitée dans les années 80 par ceux qui voyaient dans le rock un complot sataniste. Selon eux, ceux qui appartenaient à l'industrie du disque glissaient dans les albums des messages qui avaient des influences sataniques sur les fans potentiels et qui n'apparaissaient que si l'on passait les morceaux à l'envers. Ils déclaraient que cela incitait la jeunesse à fumer des drogues, à se rebeller contre leurs parents ou dans le pire des cas à devenir homosexuels. Ça a commencé à faire les gros titres lorsqu'un procès a été intenté contre le groupe de heavy metal britannique Judas Priest. Le groupe était accusé d'avoir glissé de manière subliminale les paroles « Vas-y, fais-le » dans leur album Stained Glass qui, selon l'accusation, avait incité James Vance, 20 ans, et Raymond Belknap, 18 ans, à se suicider ensemble à Reno, dans le Nevada, en 1985. This case is about mind control, the manipulation of the minds of consumers for the objective of making money. Raymond Belknap took this shotgun, placed it under his chin, and pulled the trigger. Ils ne disent rien. Vas-y, fais quoi? Tes devoirs? J'en sais rien. Bien qu'aucune charge n'ait été retenue contre le groupe, la question des messages subliminaux faisait toujours la une. Ce qui prouve que cette technique ne fonctionne pas est que si c'était le cas, l'Église et l'État l'utiliseraient depuis des siècles. The Parents Music Resource Center, le PMRC, persévérait et au plus fort du débat, il brandit une des armes les plus redoutables contre les paroles sataniques, l'autocollant. Il s'agissait d'apposer sur les albums des autocollants qui mettaient en garde contre la présence de thèmes ayant trait au sexe ou au surnaturel. Par exemple, un O signifiait occulte. Ça rendait bien sûr ces albums encore plus attrayants. Aujourd'hui, on peut lire « Accord parental indispensable » sur des t-shirts. Je crois que la psychose au sujet de la soi-disant influence satanique du rock a en fin de compte poussé de nombreux groupes à jouer de plus en plus sur le registre satanique, si l'on peut dire. C'est très vendeur, ça fait très rebelle. Il n'y a évidemment aucun complot derrière tout cela. Je crois que cette tendance est engendrée par ceux qui en ont peur. Seuls certains groupes tels que les Beatles et les Beastie Boys ne furent pas accusés de travailler main dans la main avec le diable. Le PMRC affirmait que ACDC signifiait Antichrist Devil's Children, soit les enfants de l'Antéchrist. Si vous aviez dit ça aux membres du groupe, ils auraient éclaté de rire. J'ai examiné les paroles et j'en ai conclu que seules des personnes vénérant profondément le diable étaient capables d'écrire ce genre de choses. Il déclarait que Kiss signifiait Knights in Service to Satan, les chevaliers de Satan.
Et que serait le satanisme sans Ozzy? Ozzy n'est pas un sataniste, c'est un homme de scène. C'est ce que les gens ne comprennent pas. La rumeur la plus répandue veut qu'il ait mordu la tête d'une chauve-souris et en ait retiré des pouvoirs magiques, mais surtout qu'il souffrirait depuis d'accès de rage. Observez un peu leurs albums. Quelqu'un y a inséré ces symboles, ces images révoltantes. Quelqu'un leur a soufflé ces mots. La bête noire de tout bon parent américain, Marilyn Manson. C'était incroyable de voir tous ces chrétiens venus manifester au concert de Marilyn Manson. Ils étaient si angoissés. Voyons les choses en face, c'est une rockstar. Ces gens sont très malheureux, je crois. Ils ont perdu toutes leurs illusions. Ils ne s'imaginent pas participer à une conspiration mondiale, mais il ne fait aucun doute que des esprits malins les ont guidés jusqu'à ces groupes. La frontière entre réalité et fantastique est floue. Les gens assistent à un spectacle gore et croient aux atrocités qu'ils voient. Mais selon les évangélistes, Ozzy et ses acolytes ont déjà ouvert la voie au prince des ténèbres. Les jeunes ne s'intéressent pas aux produits traditionnels. Ils en veulent toujours plus. Ils ont été désensibilisés par la musique, la télévision et la culture populaire. Ils ont été pervertis par les dépravations les plus abjectes et les plus sordides. Littéralement, tout cela met les gens dans un tel état d'esprit que l'Antéchrist sera accueilli à bras ouverts. Il a une solide assise parmi la jeunesse. Toute une infrastructure a été mise en place pour l'entrée en scène de l'Antéchrist, le mal suprême. Mais à l'heure de sa venue, si elle se produit, comment le reconnaître? Je crois qu'il incarnera un homme de grande envergure. Sera-t-il un grand homme d'État? Peut-être. Un chef religieux? Possible. Ce sera en tout cas un homme en qui les gens ont confiance. Le prince Charles était un candidat potentiel, mais j'en doute. Il fait un peu trop benet pour être l'antéchrist, selon moi. On a aussi cité George Bush, Henry Kissinger, Bill Gates et même un Américain de 27 ans qui vit dans le sud-ouest. Cela représente près de 30 millions de candidats. Peu importe qui est l'antéchrist, ceux qui croient au complot sataniste affirment qu'il a déjà un moyen efficace de communiquer avec ses disciples. Un de mes amis décodait les messages subliminaux en passant à l'envers les discours de grands dirigeants. Et il a fait des découvertes stupéfiantes. Bill Clinton parle d'un sujet tout à fait inepte, mais si on passe la bande à l'envers, il dit par exemple « I love you, Lucifer ». Come quickly, my Lord Lucifer. Pas très convaincant. Et je ne serais pas surpris que le Premier ministre Tony Blair fasse partie de tout cela. Il y aurait donc du vrai dans la campagne de diabolisation dont il a souffert. Mais même l'écrivain J.K. Rowling est accusé. Je suis persuadé que J.K. Rowling pratique les sciences occultes. Elle vient nous présenter sa sorcellerie. Elle essaie de faire de la magie blanche en quelque sorte, mais c'est pernicieux, c'est tout sauf une bonne chose. Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin, y compris le monde. Et le retour de l'Antéchrist a sans cesse engendré des bataillons de prophètes toujours prêts à annoncer la venue imminente de l'Apocalypse. Je n'ose même pas imaginer le nombre de prophètes chrétiens que compte actuellement la société américaine. C'est très en vogue de prêcher contre la venue de l'Antéchrist et de mettre en garde contre la fin du monde qui approche à grands pas. Il existe depuis toujours des communautés qui, en se basant sur la Bible ou d'autres textes sacrés, croient que la fin du monde est proche ou qu'une société secrète quelconque veut provoquer la fin du monde et de la civilisation pour servir ses intérêts funestes. Il est clair que les visions apocalyptiques et les théories du complot sont intimement liées. Si le livre de l'Apocalypse dit vrai, la fin du monde sera un événement plutôt monumental. Viendront les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ils seront plus effrayants les uns que les autres. Le cavalier blanc est le plus terrifiant car il sème la mort.
Le thème de la fin du monde a toujours été très populaire et les gens qui y croient ne sont pas intéressés par l'argent, à part ceux qui s'en servent comme scénario, comme pour le film La Malédiction. Mais peut-être que ce n'est pas tant la fin du monde qui est à craindre, mais plutôt les théories du complot qui suscitent la peur et la suspicion au sein de la société, ainsi que ceux qui les échafaudent pour justifier leur existence. Il y a toujours eu des périodes où des événements inexpliqués créaient une certaine angoisse au sein de la société. Et c'est là qu'ont été imaginées les théories du complot pour pouvoir expliquer les raisons de ces maux. Parfois, il est arrivé que ce genre de thèse soit dirigé contre certaines communautés. Les juifs, les noirs, les catholiques, les satanistes et même les chrétiens. C'est quelque chose qui peut devenir très dangereux. Peu importe qu'on remette en doute ou pas les théories du complot, une fois ancrées dans le système de pensée d'une personne ou dans l'histoire d'un culte, il y a toujours un moyen de les rationaliser. Il suffit d'en repousser les frontières. Bien loin de calmer les esprits, les évangélistes et les satanistes jettent sans cesse de l'huile sur le feu car ils y trouvent leur compte. Sans ennemis à combattre, il n'aurait plus de raison d'être. La bataille est pratiquement achevée, car tous les événements cités dans la Bible se sont déjà produits. Mais ce qui reste à venir est si tragique que j'ai presque les larmes aux yeux uniquement en songeant à l'ampleur des atrocités qui vont survenir. Les satanistes ont-ils organisé un complot pour dominer le monde? Ont-ils une emprise sur la culture? Certains peuvent le penser. Toujours est-il que le futur sera régi par de nombreux satanistes sans que le commun des mortels n'en sache jamais rien. Ces gens ont des objectifs précis de nature satanique. Ils sont à l'origine de guerres, c'est certain. Et leur but est d'amener la paix. Mais une paix synonyme de mort. En effet, chacun de nous sera forcé de céder tout ce qu'il possède à cet empire du mal, à cette oligarchie maléfique, à jamais. La Chine a un problème. Il y a trop d'hommes et pas assez de femmes. C'est le résultat de la politique de l'enfant unique qui devait réguler la démographie galopante du pays. Actuellement, on compte 118 hommes pour 100 femmes. Et on estime que d'ici 2030, 25% des hommes de 30 ans ne seront jamais mariés. Du coup, la sexualité des Chinois est bridée. Et pas question de mater des films porno, c'est interdit et sévèrement réprimé. La solution, remplacer les femmes en chair et en os par des poupées faites de silicone et de métal. Et ça, c'est autorisé. C'est plus facile de vendre des sex toys que du porno en Chine. Peut-être que c'est moins menaçant pour le gouvernement que l'imagerie pornographique. Pas de problème pour les sex dolls, un peu paradoxal dans un pays où le sexe est aussi tabou. La capitale de ce business qui pèse 2 milliards de francs, c'est Dongguan. Cette ville de 8 millions d'habitants est réputée pour être la capitale du vice en Chine. Elle a été pendant longtemps un paradis de la prostitution. Désormais, c'est là où sont produits la plupart des sex toys made in China. Nous rencontrons Liu Ying, la boss de l'usine G-Idol qu'elle a créée en 2014. Ces poupées sont haut de gamme avec des prix allant de 2 à 3 000 francs. Il en sort 1 millier par mois de son atelier, un endroit un peu étrange où les ouvriers assemblent, customisent des poupées à la demande des clients. L'objectif, c'est d'être le plus réaliste possible. C'est la dernière étape du processus.
On met du talc qui permet de rendre la peau plus similaire à celle de l'être humain, moins collante et plus douce. Le matériel que l'on utilise, c'est du TPE, une sorte de plastique. L'un de ses avantages, c'est que c'est très flexible et c'est moins cher. Le silicone ne fonctionne pas aussi bien. Vous voyez ces lignes, c'est plus difficile à enlever en utilisant du silicone. Avec du TPE, on peut enlever toutes les imperfections. Depuis 2016, cette usine propose même une poupée dont la peau chauffe à 36 degrés pour ressembler à celle du corps humain. Et les ventes de ce modèle cartonnent. Le futur de ce business, toute l'industrie s'y engouffre, c'est bien sûr la robotisation de ces poupées. Non, tu essayes toujours d'éviter d'aller travailler. D'ici 5 ans, toutes les poupées sexuelles seront des robots. Le robot va pouvoir parler et il ne va pas seulement satisfaire les besoins primaires de nos clients, il sera un véritable partenaire. Direction Hong Kong. Là-bas, nous rencontrons Ricky Ma. À la base, il est graphiste, mais il a décidé de créer son propre robot en autodidacte, en mode do-it-yourself. C'est un secret personnel d'avoir un robot sexuel. Vous ne voulez pas que toute la planète le sache. Et vous ne voulez pas non plus dépenser une fortune. Du coup, c'est mieux de le construire soi-même, chez soi. Après son premier essai, sa réplique en latex de l'actrice Scarlett Johansson lui a coûté 50 000 $ de développement. Ça, c'est mon tout premier essai. J'ai essayé de trouver tous les produits chimiques à Hong Kong. C'était très difficile à faire, parce qu'aucun plastique n'est vraiment adapté à une tête robotique de ce genre. Ça, c'est mon dernier modèle. J'ai ajouté de nouvelles expressions faciales et le matériel est de meilleure qualité. Et j'ai aussi mis des caméras dans les yeux. Pour l'armature, il a modélisé un squelette humain et l'a produit avec une imprimante 3D. Aujourd'hui, il veut que les gens soient capables de créer leur propre robot, sexuel ou non, chez eux. Il a donc lancé une campagne Kickstarter pour lancer un guide de construction de robots humanoïdes. C'est la réponse technologique aux carences d'une société. Les hommes chinois aiment passer du temps avec des poupées sexuelles parce que certains d'entre eux se sentent seuls et n'arrivent pas à trouver de partenaire. Même si une poupée ne peut pas remplacer une femme, elles peuvent accomplir d'autres fonctions. C'est pratique d'avoir une poupée que l'on peut utiliser quand on veut, on peut l'éteindre quand on veut. La solitude, ce mal moderne qui se cache derrière nos sociétés ultra connectées, n'est pas seulement une affaire chinoise. La preuve, les ventes de ce genre de sex dolls, qui ne sont pas seulement de simples jouets porno, explosent un peu partout dans le monde. Culte de la performance, peur de l'échec ou de la frustration, vivre à deux n'a jamais semblé aussi compliqué. En 2015, 36% des Suisses étaient célibataires. L'homme derrière la poupée gonflable Real Doll, une poupée sexuelle d'apparence réaliste, veut maintenant faire évoluer ce genre de jouet sexuel et la manière dont nous interagissons avec ces poupées. Matt McMullen, l'inventeur de Real Doll, collabore avec un groupe d'ingénieurs pour créer la poupée sexuelle du futur. Ils veulent créer une poupée si réaliste qu'elle pourrait converser. McMullen et son équipe promettent de grands progrès dans le monde des robots et des jouets sexuels dans les années à suivre. Et au sommaire, ce soir, 8 morts. Le bilan est revu à la hausse en RDC au lendemain de la mobilisation dans les rues de fidèles catholiques contre le président Joseph Kabila. Ce dernier n'a fait aucune référence directe à ces violences lors de ses vœux de Nouvel An.
Attaque inqualifiable et désolante. La réaction est de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, au lendemain des manifestations anti-Kabila menées en RDC à l'initiative du clergé. 8 morts dans ces répressions. Les mécontents contestent toujours la légitimité politique du président Kabila. Mylène Girardot, Patrick Didier. C'était une allocution attendue, 11 minutes enregistrée à Lubumbashi et diffusée à la télévision nationale. Les vœux de Joseph Kabila, le président congolais. Il n'y fait aucune référence directe aux violences de ce dimanche. Le président Kabila, qui ne dit pas non plus s'il envisage de se représenter, lance un appel à l'unité contre l'opposition. J'en appelle à cet effet à la vigilance de tous et à l'engagement de chacun afin de barrer la route à tous ceux qui, sans y croire, s'étant servis du prétexte des élections depuis quelques années, seraient tentés aujourd'hui de recourir à la violence pour interrompre le processus démocratique en cours et plonger le pays dans l'inconnu. Le calendrier électoral prévoit désormais un scrutin le 23 décembre 2018, soit plus de 2 ans après la fin théorique de son mandat. Dimanche à Kinshasa, comme dans plusieurs villes du pays, les catholiques avaient organisé des marches pacifiques contre le non-respect de l'accord de la Saint-Sylvestre 2016. Un accord obtenu sous l'égide de l'Église qui prévoyait des élections générales au plus tard fin 2017. Les autorités avaient interdit ces manifestations soutenues par les prêtres et l'opposition. Nous, ce que nous avons fait, c'est dire à la police de maintenir l'ordre public, maintenir le respect des lois, les droits des gens, éviter que des dommages soient causés à autrui, éviter que des loupards qu'on nous a signalés ne puissent s'infiltrer et le faire dans le respect du droit international humanitaire de manière tout à fait professionnelle et que si tel n'était pas le cas, il serait sanctionné. La police congolaise nie être à l'origine des violences meurtrières. Pourtant, selon des témoins, les forces de sécurité auraient fait irruption dans les églises en pleine messe avec des gaz lacrymogènes et interpellé plus de 120 personnes dans le pays, parmi lesquelles des prêtres et des enfants de chœur. L'annonce est historique. Ce mercredi soir, le président américain a confirmé qu'il reconnaissait Jérusalem comme capitale d'Israël. Donald Trump a également confirmé au cours de cette déclaration que l'ambassade américaine serait prochainement transférée de Tel Aviv à Jérusalem. Ce serait de la folie de croire que répéter exactement la même formule conduirait à présent à un résultat différent et meilleur. Aussi ai-je déterminé qu'il est temps d'officiellement reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Alors que les présidents précédents ont fait de ce sujet une promesse de campagne majeure, ils ont échoué à la tenir. Aujourd'hui, je la tiens. J'estime que c'est dans le meilleur intérêt des États-Unis d'Amérique et de la recherche de la paix entre Israël et les Palestiniens. And the pursuit of peace between Israel and the Palestinians. Donald Trump a ajouté que les États-Unis restaient déterminés à aider à faciliter un accord de paix acceptable pour les deux parties. La décision américaine a été dénoncée par les Palestiniens et par la communauté internationale.